Bonjour, je m'appelle Raphaël. Je suis plein de choses, mais pas développeur du tout. Donc, vous représentez un public que je connais pas très bien. On va faire avec. Pour me présenter très rapidement, j'ai créé il y a quelques années une communauté qui s'appelle Elsa Création. Une communauté qui parle de standards, d'HTML, de CSS, d'accessibilité, tout ça, avec un forum, etc. C'est devenu une agence web. Ah, je parle en français au fait, hein. Ça vous fait peut-être bizarre. Excusez-moi, je parle français. J'ai un peu de mal avec l'anglais. Elsa Création qui est devenue une petite agence web de 8 personnes et quelques. Je suis passionné de CSS. J'écris des bouquins sur le sujet. Et puis je vais vous parler de web mobile et de choses a priori pas très connues. Ça dépend, on va voir. Voilà rapidement les sujets qu'on va évoquer. Si vous n'en connaissez aucun, vous pouvez commencer à vous inquiéter. S'il y en a deux, trois qui vous parlent vaguement, c'est bien, j'espère que vous allez apprendre des choses. Si vous connaissez tout complètement, je vais être obligé de vous payer une bière, hein, parce que c'était mon pari. Et accessoirement, j'ai calculé, je n'y arrive pas en 45 minutes, hein, donc je vais parler vite. Et c'est parti. Alors, première révélation, il existe un média handheld. Le média handheld, qui est-ce qui connaît? Je vais à chaque fois demander rapidement, qui est-ce qui connaît le média handheld? Ok, ça va. Donc c'est un média qui existe depuis longtemps et qui, comme son nom l'indique, est destiné à des choses qu'on tient dans la main. Depuis longtemps, ça veut dire que c'est né en 98, dans les spécifications depuis 98. Et c'est prévu pour les small screen avec connectivité limitée, ce qui pourrait être pas mal en fait. Donc voilà un extrait des spécifications. Tout le monde connaît bien par cœur les spécifications CSS, je suppose. Donc handheld fait partie des médias qui existent depuis longtemps, avec Screen, enfin tous ceux que vous connaissez a priori. Donc à quoi ça peut nous servir handheld aujourd'hui? Ça pourrait potentiellement servir à ça. On pourrait cibler des médias qui tiennent dans la main, comme par hasard des téléphones par exemple ou des tablettes. Et on pourrait écrire une petite chose comme ça, @media handheld. Et on mettrait tous ces styles. Théoriquement, ça donne ça. Le problème, c'est que c'est juste théorique parce que, handheld est né en 98. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup d'iPhone. Quand je dis iPhone, c'est une généralité. Enfin, il n'y a pas beaucoup de smartphones déjà. Il y avait des choses comme ça qui reconnaissaient le média handheld. Donc on pouvait cibler les handheld avec ce média-là. Il se trouve que iPhone est né en 2007 et Apple a décidé de ne pas supporter ce média pour se distinguer, ce qui n'est pas forcément idiot en fait, c'était pour dire voilà, maintenant on a des vrais téléphones qui se connectent vraiment sur Internet, pas forcément avec du WAP, etc. Donc c'était vraiment pour faire la distinction entre les anciens et les nouveaux. Donc Apple a décidé de ne pas supporter le média handheld. Android le faisait quand il est né. Et aujourd'hui, en fait, c'est plus simple. Du coup, c'est réglé. Plus aucun navigateur mobile, donc mobile ou tablette, ne reconnaît le média handheld. Ce qui est un peu con parce qu'au final, maintenant, on est obligé de détecter en détectant la taille de la surface, alors qu'on n'a aucune indication propre et facile pour détecter la connectivité. Ça va venir, mais pour l'instant c'est encore un peu tendu. Alors que handheld, ça voulait dire d'office que c'était un terminal à faible connectivité. Bref, ceci étant dit, du coup on ne peut pas faire grand chose avec handheld.
On passe à la deuxième révélation. Accrochez-vous, tous les iPhones ont une largeur de 320 pixels. Qui a un smartphone de marque Apple ici? Très bien. Okay. Tous les iPhones ont une largeur de 320 pixels, même si vous avez un iPhone 4 ou 5 ou 6. Alors, comment vous expliquer ça? Je prends un site au hasard, un site assez utilisé en France, qui est le Bon Coin. Le Bon Coin s'affiche comme ça sur mon ordinateur. Parce que le Bon Coin a une largeur de environ 1240 pixels. Si je l'affiche sur mon smartphone, au hasard un iPhone 3, un iPhone 4, un iPhone 5, qui ont une matrice de 320, 640 et 640, vous remarquerez que ça s'affiche de la même manière sur les trois devices, ce qui est plutôt étonnant, sachant qu'on n'a pas le même nombre de pixels. Vous êtes déjà posé ce genre de questions? C'est incroyable, hein, vous n'avez pas d'iPhone. Alors, comment ça se fait? Ça se fait de la manière suivante. En fait, on distingue une largeur physique en pixels, celle que le constructeur vous donne. Par exemple, l'iPhone 3 fait 320, l'iPhone 4, l'iPhone 5 font 640. Je parle bien en format paysage. Et par contre, ce n'est pas la seule indication. On a une autre indication qui est la valeur de device width. La traduction, c'est la surface du terminal. Et en fait, il se trouve que c'est la valeur qui sert de référence à ces terminaux. L'iPhone 3, 4 et 5 considèrent qu'ils font 320 pixels. Et du coup, vous allez les traiter de la même manière. C'est ce qu'on appelle des pixels indépendants, des DIPs. Alors ils ont fait ça pour une raison très simple, pour des raisons de compatibilité, de rétrocompatibilité. Quand l'iPhone 4 est sorti, pour éviter que tous les sites deviennent tout minuscules parce qu'il y a plus de pixels, ils se sont dit, tiens, on va garder une référence qui est 320 pixels. Et donc a priori, l'iPhone 6 devrait faire 320 pixels, etc. etc. Donc voilà. Pour info, il y a une autre valeur intéressante qui est la largeur de la fenêtre. La largeur de la fenêtre, donc le viewport, est dépendant du navigateur. Par exemple, sur Safari, cette largeur est par défaut de 980. Sur Android, ça a un petit peu changé au cours du temps. C'était 800, c'est passé à 980 maintenant, etc. etc. Et au final, on se retrouve avec trois valeurs de largeur pour tous les téléphones du monde. On a la largeur physique, celle du constructeur. On a la valeur de device width, donc celle en faux pixels, en pixels indépendants. Et on a la valeur de viewport, qui est la fenêtre par défaut. Et c'est pour ça qu'il arrive à rentrer le site de Le Bon Coin, puisque pour lui, il rentre 980 pixels. Et au final, ça rentre parce qu'on a un niveau de zoom qui correspond mathématiquement tout simplement à la valeur de device width divisé par le viewport. Voilà pourquoi ça s'affiche comme ça. Pour info, il y a un petit site qui existe qui s'appelle mobitest.me et qui vous donne toutes ces informations de largeur, de device width, de pixel ratio, ce genre de choses. Donc voilà, pour les iPhones font 320 pixels. Révélation numéro 3. Pour ceux qui utilisent des meta-viewports avec width égale device width, sachez que ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Alors, la pire étant de mettre un maximum scale égale 1 pour interdire le zoom, parce qu'on peut en avoir besoin. Mais donc indépendamment de ça, qui a déjà rencontré ce genre de choses? Ah ouais, pas beaucoup du coup. C'est un élément HTML méta qui a été inventé par... enfin, la méta n'a pas été inventée, mais la méta viewport a été inventée par Apple pour imposer une largeur de fenêtre, donc pour modifier la valeur de viewport. La valeur de viewport par défaut sur Apple qui est par exemple de 980. Du coup, on change cette valeur et là, on lui impose une largeur de 320.
tout simplement pour avoir un niveau de zoom différent. Donc ici, on aura un niveau de zoom de 320 sur 320 qui fait 1, d'où l'intérêt. La valeur la plus connue, c'est celle-ci, width égale device width. On dit tout simplement qu'on va affecter une largeur de viewport qui est celle de device width, qui en général revient pour l'iPhone au même que de mettre 320. C'est une technique universellement utilisée et qui pourtant peut poser des problèmes en format paysage. Démonstration. Mon iPhone 5 a un device width de 320 et un device height de 568 pixels. Ce qui fait que si je le tiens en portrait, son niveau de zoom correspond bien à 320 sur 320 si j'ai une méta width égale device width. Par contre, si je tourne mon périphérique et que je le passe en paysage, j'ai un niveau de zoom qui va correspondre à la largeur qui l'intéresse, c'est-à-dire cette fois-ci 568, toujours divisé par 320, parce que Apple a décidé, à juste titre ou pas, mais que device width c'était invariable. Donc quand on change l'orientation, pour Apple, un device width reste toujours la valeur de device width, et ça ne passe pas à device height. Donc vous aurez un niveau de zoom qui est complètement différent en paysage qu'en portrait. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? On a une autre valeur, on a, plutôt que d'imposer une largeur de viewport, on a une valeur qui est initial scale et qui permet de définir le niveau de zoom. En utilisant initial scale, avec la valeur 1, on a forcément un niveau de zoom de 1 en paysage, et comme par hasard, on a aussi un niveau de zoom de 1 en portrait, et inversement. Du coup, pas de problème d'agrandissement de police, d'agrandissement de texte, d'agrandissement de site. Voilà. Et on retrouve aussi la syntaxe assez fréquente de combiner les deux. C'est un peu bourrin, mais ça marche aussi du coup. C'est Initial Scale qui gagne, donc ça pose pas de souci en paysage sur Apple. Donc pour conclure sur ce point, donc c'est vraiment une spécificité d'Apple. C'est Apple qui a choisi de ne pas pouvoir faire varier device width. Tous les autres terminaux, tous les autres navigateurs s'adaptent en fait. Ils passent de device width à device height sans problème. Il y a juste Apple qui pose un problème avec ça. Point suivant. Donc toujours à propos de cette méta viewport qu'on utilise maintenant un petit peu partout en responsive, elle va disparaître. Elle va disparaître un jour. Pour plusieurs raisons. Déjà, comme je vous l'ai dit, c'est une invention d'Apple, c'est propriétaire, c'est donc pas standard. Même si ça a été repris par l'ensemble des autres devices, ça reste un truc qui n'est pas standard. Et qui est surtout pas trop fait pour ça en fait. C'est du HTML, alors qu'on veut plutôt s'occuper du design. C'est plus compliqué à maintenir parce qu'il faut à chaque fois l'adapter pour chacune des pages, alors que si ça avait été en CSS, on change une seule fois la feuille de style. Et surtout, c'est pas standard. Je crois que je l'ai déjà dit. Alors, pour illustrer ça, il y a déjà des problèmes avec cette méta viewport. Premier problème, c'est que si vous avez un site en point mobi, celui-ci par exemple, sur les points mobiles, Apple ne reconnaît plus, ou n'a peut-être jamais reconnu la méta viewport. C'est très spécifique au point mobile. Donc votre méta viewport n'est déjà pas reconnue. Par contre, sur le même site en version m.machin, ça marche très bien. Mais pas sur des points mobiles. Ensuite, on a le cas du mode Snap, du Snap Mode sur du Windows Phone 8. On peut, sur les tablettes ou autres, on peut avoir deux vues. On peut mettre des choses de côté en Snap Mode, à droite ou à gauche. Et du coup, on peut utiliser des media queries ou du responsive pour cette version Snap Mode.
Il se trouve qu'en mode Snap, la méta viewport n'est pas reconnue non plus. Internet Explorer a décidé, IE10, de se mettre au standard. Ouais, ça fait bizarre. Non, mais je rigole, IE10 c'est un très bon navigateur. Donc IE10 ne reconnaît pas la méta viewport qui n'est pas un standard. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et qu'est-ce qu'on peut déjà faire maintenant? C'est utiliser la syntaxe standard qui est intégrée en CSS. Donc ça va passer par du @viewport. Et dans ce @viewport, on va dire tout ce qu'on faisait en méta HTML. On peut fixer la largeur, la hauteur, le niveau de zoom, l'orientation, etc. Par exemple, comme ça. À savoir que c'est encore à l'état de brouillon, donc il faudra bien évidemment vous amuser avec moult préfixes, hein, des -ms, des -o, des -mos, des -webkit, etc., etc. Mais ça marche. Hein. Petit exemple, on pourrait du coup faire des viewports conditionnels. On peut dire, tiens, si je suis en orientation portrait, avec un média query, alors je modifie ma valeur de viewport, je dis que width correspond à device width, mais si je suis en orientation paysage, je change la valeur de mon viewport et je passe en device 8, par exemple. Voilà pour cette méta viewport. Au niveau du support, c'est pas mal. C'est un peu mitigé. IE10, Opera et Firefox Mobile reconnaissent bien. Pour tout ce qui est WebKit, c'est pas encore le cas. Mais bon, on va dire qu'en attendant, on peut combiner les deux. On peut utiliser du meta viewport en balise HTML et la règle @viewport. Numéro 5. Il existe des unités de viewport. Des unités qui sont VW, VH, Vmin, Vmax. Ces unités CSS vont nous permettre de faire des choses intéressantes. En CSS, je ne sais pas vous, mais si un jour vous avez eu besoin de faire des choses verticales en CSS, genre centrer verticalement, ou faire un truc qui fait 100% de la hauteur, ou je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Alors, à l'époque, on avait des trucs bien, c'était des tableaux. Aujourd'hui, si on veut faire ça, si j'ai mon contenu ici, je veux qu'il occupe 100% de la hauteur, ça marche pas. Ça marche pas parce que la valeur de pourcentage, l'unité de pourcentage se calcule par rapport à la valeur du parent. Le parent n'ayant pas de hauteur définie, il ne peut pas calculer sa hauteur, donc il ne se passera rien. Ce qui fait qu'au mieux, on va devoir donner une valeur à ce parent, donc a priori elle-même aussi 100%, mais ça ne marchera toujours pas, puisque toujours cette valeur, elle est définie par rapport à son parent à lui. Donc la seule méthode, c'est de remonter jusqu'en haut et d'indiquer une valeur dès la racine des HTML. C'est un des petits problèmes en CSS. Il y en a certains autres. Hein. Mais tout simplement, cette unité de pourcentage ne fonctionne que parce qu'elle récupère la valeur du parent. Ben, avec les nouvelles unités de viewport, on peut dire, on peut s'abstenir de cette cascade et on peut dire, voilà, je veux que mon content fasse une hauteur de 100%, donc de 100 fois, 100% la valeur de viewport 8, donc la hauteur du viewport. Donc plus besoin d'indiquer des choses hein, sur les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Donc ça va être assez pratique pour faire des designs qui occupent exactement la taille et la surface, sans se compliquer la vie. Et là où ça devient rigolo, pas forcément utile mais rigolo, c'est qu'on peut l'appliquer sur pas mal d'éléments. Par exemple, indiquer des tailles de police en fraction de la... Pas mal. Oui, forcément. Tout va bien. Alors, c'est parti.
Donc là, j'ai défini des tailles de police, des font size en viewport width, donc selon la largeur. Et ça ne marche pas parce que je suis sur Chrome. Enfin, ça marche, mais ça se rafraîchit pas. Donc on va trouver un navigateur un peu meilleur. Où ça va se rafraîchir automatiquement. Donc ça peut être sympa. Alors forcément, il y a des avantages et des inconvénients. Il faudrait fixer des limites inférieures et supérieures, sinon ça devient forcément illisible. Mais on peut très bien faire ce genre de choses. Une taille de police qui s'adapte vraiment complètement à la surface. Donc voilà pour les unités de viewport. Au niveau du support, c'est pas mal du tout. C'est reconnu à partir d'IE9, à partir de Safari 6, pas mal d'autres navigateurs. Il n'y a actuellement que Android natif qui ne reconnaît pas. Je ne sais pas du tout si je suis dans le timing. Numéro 6, on a également des unités de résolution. Donc pour cibler tout ce qui est DPI, DPCM, DPPX. Pour cibler la résolution, actuellement, on va se débrouiller avec un truc qui marche à peu près partout, c'est de connaître le pixel ratio. Le pixel ratio, c'est, rappelez-vous, les terminaux ont une largeur physique et ont une largeur déclarée en device width. Le pixel ratio, c'est mathématiquement le rapport entre la vraie largeur physique et la largeur déclarée. Par exemple, celui-ci, au hasard, a un device pixel ratio de 2. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Retina. C'est encore un autre truc. Le truc, c'est que des pixels ratios, tout le monde n'a pas des iPhones déjà, pour commencer. Et des pixels ratios sont plutôt variables. Ça complique un peu les choses. Mais ça ne nous empêche pas actuellement de faire ce genre de choses. Je veux par exemple cibler tous ceux qui ont au moins un pixel ratio de 1,5. Je vais leur balancer une image grande. Et pour les autres qui ont un pixel ratio de au maximum 1, donc les non-Retina, les écrans de bureau en général pour la plupart, je vais leur balancer une image différente, plus petite. Alors ça marche, mais le problème c'est que, comme d'habitude, c'est pas standard. Cette fois-ci, ça a été inventé par WebKit. C'est propriétaire, c'est pas standard, même si pas mal d'autres navigateurs, genre Opera et Firefox, reconnaissent cette syntaxe. Pareil, ça va disparaître un jour. Et on va passer à des choses plus standards. Par exemple, l'unité DPI, donc dot per inch, l'unité DPCM, point par centimètre, et DPPX, point par pixel, qui au final deviendra l'équivalent de ce qu'on fait en pixel ratio actuellement. Si vous aimez faire des calculs, je vous ai laissé quelques petites indications. Par exemple, 1 DPPX, c'est 96 DPI, etc. Donc on va faire des choses comme ça. Plutôt que de détecter le pixel ratio, on va détecter la résolution en DPPX, et ce qui reviendra au même. Sauf qu'au moins c'est standard. Et donc on fera au final la même chose. Au niveau du support, c'est pas génial par contre. Résolution, c'est reconnu par Firefox, Opera IE9. Par contre, l'unité DPPX, il n'y a que Firefox mobile enfin mobile et autres, et Opera qui reconnaissent. Donc actuellement, on va encore devoir jongler avec l'ancienne syntaxe et la nouvelle syntaxe, en attendant mieux. Point suivant. Qui a déjà entendu parler de Retina? Ok. Alors, un jour est sorti un iPhone 4. Et un monsieur qui nous a dit « Waouh, ça c'est un truc super bien, il y a tellement de pixels qu'on ne peut pas les voir à l'œil nu, c'est un Retina. » Ce qui était presque juste. Donc effectivement, on est passé d'un écran de 320 x 480
un écran de 640 x 960 qu'on a appelé Retina, parce qu'il y avait plein de pixels. Mais en fait, c'est juste une marque déposée Retina. L'idée étant ensuite de diffuser des images selon le bon périphérique. En gros, c'est un peu comme pour les télés en fait. Je vais essayer de diffuser du contenu HD sur des télés HD, mais du contenu pas HD sur des télés classiques. Comment je fais avec mon concombre? L'idée en fait c'est de faire deux concombres. Une version petite pour les écrans par Retina et une version normale ou big pour des écrans Retina. Le tout étant de détecter quand est-ce que je suis en Retina et quand est-ce que je ne suis pas en Retina. Alors, pour les images de fond, c'est pas très compliqué parce que CSS sait faire ça, mais pour des images de contenu, c'est plus compliqué. CSS ne permet pas de faire des permutations. Donc, une vague possibilité, c'est de dire, voilà, je vais mettre par défaut les versions petites, et si jamais je suis sur un grand écran, ou si j'ai un pixel ratio de supérieur à quelque chose, je vais la remplacer. Je vais remplacer mon petit concombre par un gros concombre. Donc ça marche, c'est pas mal. Le seul souci, c'est des questions de performance. Parce que forcément, si je suis sur un grand écran, j'ai déjà chargé l'image petite et je vais surcharger par-dessus l'image grande, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc on est en train encore actuellement de se casser les dents sur... il y a plein de bidouilles pour pallier ce genre de choses. Les standards s'attaquent à ça. Avec un nouvel élément qui est en cours de brouillon, qui est Picture. Picture qui pourrait remplacer les images à terme, parce qu'on peut lui affecter des media queries en fait. Donc on peut, dans l'élément Picture, faire du conditionnel. On peut dire si je suis dans une résolution de au moins 1,5 points par pixel, alors ça va être concombre big. Sinon, ça va être concombre small. Et en alternative, si jamais le navigateur reconnaît rien du tout, je vais mettre du concombre small. Ça évite au navigateur de charger les deux. C'est plutôt pas mal, c'est pas très compliqué. C'est juste un petit peu long parce qu'il faudra faire ça pour chacune de vos images. Mais bon, c'est la vie, quoi. Et sinon, on a une autre voie qui est celle d'un attribut cette fois-ci. Donc on ne touche plus à la balise IMG, mais on lui a inventé un attribut qui est SRC7. SRC7 qui va fonctionner de la même manière, c'est-à-dire la condition, on va la mettre là, c'est un peu plus subtil. Donc ici, c'est pour des écrans qui ont un pixel ratio de 2. Et donc là, ça se traduit de cette manière-là. Si je suis sur un écran dont le pixel ratio n'est pas de 2, je vais charger concombre small. Si j'ai un écran qui est entre 1 et 2, compris, ce sera concombre big. Et on peut aussi compliquer les choses, on peut mettre plusieurs versions en détectant cette fois-ci la largeur du viewport. Donc là, il va charger concombre small tant qu'il est inférieur ou égal à 480 viewport, enfin pixels en gros, faux pixels. Il va passer à du concombre médium s'il est entre 480 et 768, et par défaut, il va charger concombre big. Voilà ce qui nous attend pour le Retina. Par contre, c'est pas encore tout à fait utilisable actuellement. Picture et SRC7 sont reconnus par personne. Alors il y a des choses qui sont reconnues par iOS, mais c'est pas ça. Bon, ça viendra quoi. En attendant, on bidouille. Numéro 8. Pour ceux qui connaissent les Media Query, sachez qu'il y a une nouvelle version de Media Query qui va apporter d'autres choses et qui sont des CSS4 entre guillemets. Parce que les Media Query sont finalisés en CSS3, donc W3C n'a pas le droit de revenir dessus. Donc du coup, il a rajouté une couche 4 par-dessus.
Et ces media query CSS4, on va avoir ce genre de choses. On va avoir un media pointer qui va détecter si le périphérique dispose ou pas d'un dispositif de pointage. Et sa précision également. On va avoir un media over, hashover, pour savoir si le dispositif supporte ou pas l'événement de survol. On va avoir un media query de luminosité pour savoir si je suis dans un environnement sombre, très clair ou normal. Et on va avoir un media query script pour détecter si le périphérique supporte ou non JavaScript. Pour affiner chacun des media query, pointer, on va pouvoir préciser la valeur none. Donc là, c'est un truc qui n'a pas de dispositif de pointage, par exemple lui, mon ordi. On va pouvoir cibler des dispositifs de pointage limités avec la valeur coarse. C'est généralement les trucs qui se tripotent avec des doigts. Et on a une valeur qui est fine pour des choses plus précises, des souris, des choses comme ça. Donc du coup, on va pouvoir agrandir ou gérer l'affichage différemment selon que ce soit facile ou non de pointer du doigt. Par exemple, là j'ai un media query qui dit si je suis en pointage limité et si je ne suis pas en pointage fin, je vais agrandir mon bouton, je vais faire des choses comme ça. Pour le media over, c'est pas très compliqué, c'est un booléen, donc c'est oui ou non. En gros ici, je vais faire un effet sur ma navigation au survol que si l'événement survol est reconnu. Pour ce qui est du media luminosity, on a 3 valeurs, je crois. Dim pour un environnement sombre, normal pour un environnement normal, et washed pour un environnement très clair. Ce qui nous permettrait un jour peut-être de faire des choses comme ça, de dire je suis dans un environnement très clair, alors je vais profiter des filtres CSS qui existent déjà, et je peux assombrir et augmenter le contraste de ma page. Les filtres, pour info, ça existe déjà, ça fonctionne sur WebKit, c'est sûr, et avec un petit peu d'adaptation, je crois, sur Mozilla. Et pour le dernier des 4, le MediaScript, on va pouvoir détecter si JavaScript est activé et faire des choses sur nos éléments. Un jour peut-être. En attendant, c'est pas super bien supporté. C'est vrai? D'accord. Point suivant, numéro 9. JavaScript et les media queries. Alors, les media queries permettent de faire plein de choses pour détecter nos conditions. Par contre, en CSS, on ne peut pas modifier la structure HTML. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire et qu'on peut faire en JavaScript, genre du onResize. Et surtout en CSS, on ne peut pas charger des ressources, des scripts ou des images. C'est compliqué en tout cas. De notre côté, on a JavaScript qui est un vrai langage, qui permet de faire beaucoup plus de choses, qui permet de toucher au DOM, de faire des boucles, des conditions. Mais c'est plus compliqué de détecter des choses en JavaScript. On a par exemple des incompatibilités IE sur certaines choses. Je crois que IE ne reconnaît pas Window Inner Width, par exemple. Il faut déjà utiliser autre chose. On ne peut pas détecter la résolution, on ne peut pas facilement détecter l'orientation, ni le touch, ni la luminosité, ni tout ça. Et du coup, il y a une méthode JavaScript qui existe, qui est MatchMedia, qui est un peu le mélange des deux. Et ça va nous permettre de mettre des conditions media query au sein d'une méthode JavaScript. Ici, par exemple, je détecte si cette condition est remplie, alors je sais que mon périphérique fait au moins 640.
Sinon, je sais que mon périphérique fait moins de 640, ce qui me permettrait de charger ou non certaines ressources, plutôt que de les charger pour tout le monde. Par exemple, voilà, je sais que je suis sur un grand écran, donc hop, je balance du jQuery, je balance mon gros slideshow qui ne me sert à rien du tout sur mon smartphone, et donc que je ne vais pas charger sur mon smartphone. Et comme les médias query sont de plus en plus évolués, on va pouvoir faire pas mal de choses, du coup, en JavaScript et en média query. On peut détecter l'orientation, on peut détecter la résolution, soit en DPI, soit en DPPX. On peut détecter l'acuité du pointeur, on peut détecter la luminosité, et du coup avoir plein d'actions en JavaScript. Et ça marche bien. Ça marche bien, c'est Android 3 minimum. J'avais plus d'images, je suis désolé. J'ai rien trouvé avec du 20, donc c'est la dernière qui me restait. Ça marche pas mal. Bon, faut oublier IE, enfin IE 10. Donc ça marche à partir d'IE 10 et sur Android 3. Dernier point, je sais pas du tout où j'en suis en fait. Je suis en avance du coup. 5-10 minutes? Ah, je suis en retard du coup. Ok. Non, ça va. Dernier point, l'accélération matérielle. Alors, il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont fait des tests, et qui se sont rendus compte que tout ce qui était transition animation en CSS était vachement plus rapide qu'en JavaScript. Ce qui n'est pas forcément illogique. Mais en fait, ça dépend. En fait, ça dépend. Ça dépend des propriétés qu'on anime et qu'on fait transiter. Il y en a beaucoup, beaucoup, comme margin top, right, machin, padding, et les valeurs top, right, bottom, left, qui, au contraire, imposent au navigateur de faire des repaint à chaque étape. Donc c'est très saccadé sur certains mobiles. Et c'est là qu'intervient l'accélération matérielle. En fait, on peut dire que c'est pas le processeur qui va faire le boulot, mais la carte graphique. Et on peut activer l'accélération matérielle en CSS, par exemple, avec une transformation 3D. Si je fais une transition de ma navigation en la passant de... Alors, donc Translate 3D, c'est X, Y, Z. Donc X, c'est l'axe horizontal, si je ne me trompe pas. Si je passe ma navigation de moins 90, donc je la pousse très très loin, mais au survol, je la ramène à 0, en transition. Vu que c'est de la transformation 3D, l'accélération matérielle va être activée et il n'y aura pas du tout de saccade, même sur des vieux Android, tout ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant de faire ça. Le souci par contre, c'est que c'est vachement moins compatible par rapport à des margin left ou des choses comme ça. Mais rien ne vous empêche de faire une transition sur des propriétés connues, genre left, et d'activer l'accélération matérielle en faisant un truc fake, en mettant une transformation, une translation 3D qui ne bouge pas. Vous activez quand même l'accélération matérielle. Votre animation sera fluide, et en plus ce sera compatible. Donc ça c'est vraiment pas mal. Il faut éviter d'en mettre partout, parce que si vous déchargez tout sur la carte graphique, c'est pas forcément non plus la meilleure idée. Et donc voilà, on peut l'activer avec ce genre de propriétés, donc des transformations 3D, par exemple des translations juste sur l'axe Z, ou des transformes 3D. Les filtres CSS aussi, pour info, activent l'accélération matérielle. Et en plus, ça marche pas trop mal, hein. Il y a que Opera qui ne reconnaît pas encore l'accélération matérielle. IE, j'ai oublié de préciser, enfin pas l'accélération matérielle, je parle de transform 3D. IE, je crois que c'est IE 10. Je pense pas que ça puisse être IE 9. Par contre, Android, c'est sur pas mal, c'est assez vieux quand même. Donc voilà. On a passé les 10, je vous les refais rapidement. Donc, voilà ce qu'on a vu. Il existe un média handheld qui ne sert à rien. Tous les iPhones font 320 pixels de large parce qu'ils se reportent à leur valeur de device width.
La meta width égale device width n'est pas forcément la meilleure solution quand vous tournez votre appareil. La meta viewport va disparaître un jour et pose déjà des problèmes actuellement. On a des unités de viewport, on a des unités de résolution. On aura demain des solutions pour faire du Retina à peu près correct, c'est Picture et SRC7. On aura demain des media queries pour détecter des choses intéressantes comme le pointeur, la luminosité, ce genre de choses. On peut dès aujourd'hui combiner JavaScript et media query et on peut accélérer matériellement ces transitions grâce à CSS. Voilà les crédits et je vous remercie. Voilà.